le 15 février 1944 à 9h47. L'enseigne de vaisseau de première classe Nathan Gordon était assis dans le cockpit de son hydravion PBI-5 Catalina, regardant la fumée s'élever du port de Kavieng à 65 km au nord-est. 27 ans, avocat de l'Arkansas, 18 mois dans le Pacifique. La radio crépitait d'appels de détresse, avions abattus, équipage à l'eau, batterie côtière japonaise tirant sur tout ce qui bougeait. Son Catalina, surnommé Arkansas Traveler, numéro de série 08139, transportait un équipage de 9 hommes, configuration standard de bombardier de patrouille. 2 moteurs Pratt et Whitney R1830-92 Twin Wasp, produisant 1200 chevaux chacun. Poids maximal au décollage, 16 070 kg. Vitesse de croisière, 200 km par heure. L'avion le plus lent et le plus vulnérable de l'inventaire de l'US Navy. Un hydravion conçu pour la reconnaissance et la chasse sous-marine, pas pour le sauvetage au combat sous le feu. La mission de Gordon ce matin-là était simple. Dumbo Duty, veille de recherche et sauvetage pendant un raid de bombardement de la 5e Air Force sur Kavieng. Procédure standard. La plupart des missions Dumbo impliquaient des heures de patrouille ennuyeuses, puis un retour à la base sans incident. Gordon avait volé sur 47 missions depuis son affectation au VP-34, le Black Cat Squadron, en octobre 1942. Il avait effectué 3 sauvetages, récupéré 6 hommes au total dans des eaux calmes, loin des positions ennemies. Mais Kavieng était différent. La base japonaise la plus lourdement défendue dans la mer de Bismarck. Batterie côtière, canons anti-aériens, peut-être des chasseurs encore opérationnels malgré des mois de bombardements alliés. La 5e Air Force l'a frappé avec tout ce qu'elle avait, 70 bombardiers, des A-20 Havoc et des B-25 Mitchell attaquant à basse altitude. Le genre de bombardement qui produit soit des résultats spectaculaires, soit des pertes catastrophiques. À 9h52, l'opérateur radio de Gordon, l'opérateur radio d'aviation de 2e classe Robert Strickler, lui tendit un message. Un A-20 était tombé dans le port. Position de l'équipage inconnue. Les escorteurs P-47 demandaient une assistance immédiate. Gordon vérifia son carburant. Environ 6800 litres, suffisant pour 8 heures à vitesse de patrouille. Il regarda son copilote, l'enseigne John Barfield. Barfield avait 23 ans, venait du Texas. C'était sa 9e mission. Ses mains étaient déjà sur les manettes. « On y va ?» demanda Barfield. Gordon avait 3 secondes pour décider. Les protocoles Dumbo de la marine étaient clairs. Ne pas risquer inutilement l'avion de sauvetage, ne pas entrer dans des ports défendus sans escorte de chasseurs, ne pas amérir par mer forte, ne pas prendre plus de survivants que l'avion ne pouvait en transporter en sécurité. Chaque protocole avait du sens. Chaque protocole le garderait, lui et son équipage, en vie. Mais les protocoles ne sauvaient pas les pilotes en train de se noyer. Gordon poussa les manettes vers l'avant. Les moteurs de l'Arkansas Traveler rugirent à pleine puissance. Le Catalina grimpa à 600 mètres et vira vers le nord-est en direction de Kavieng. Nathan Gordon n'avait jamais prévu d'être pilote de la marine. Il avait grandi à Morrilton, Arkansas, population 3200. Son père tenait un petit cabinet d'avocats. Sa mère enseignait le piano. Gordon fréquenta la Columbia Military Academy dans le Tennessee, diplômé major de promo en 1933, puis l'Arkansas Polytechnic College. Il étudia le droit à l'Université de l'Arkansas, obtint son doctorat en droit en 1939. Il ouvrit son propre cabinet à Morrilton. Droit de petite ville, testament, litige de propriété, défense pénale pour délits mineurs. Il rejoignit la garde nationale de l'Arkansas, servit avec le 206e Coast Artillery, soldat à temps partiel, avocat à plein temps. C'était son plan pour les 40 prochaines années. Puis, le 7 décembre 1941 arriva. Gordon regardait un film dans un cinéma de Morrilton quand l'annonce fut diffusée par le haut-parleur. Les forces japonaises avaient attaqué Pearl Harbor. Tout le personnel militaire devait se présenter immédiatement. Gordon sortit du cinéma, conduisit à l'armurerie de la garde nationale, se présenta pour le service. En mai 1941, il s'était déjà engagé dans la marine. Il avait été accepté pour la formation au pilotage avant Pearl Harbor. Le timing était une pure coïncidence.
ou le destin. Gordon ne croyait jamais au destin. Il croyait à la préparation et au travail dur. Mais parfois, l'univers avait d'autres plans. La formation au pilotage eut lieu à Jacksonville, en Floride. Instruction de vol primaire, manœuvre de base, navigation, vol en formation. Gordon était un naturel. Ses instructeurs notèrent son calme sous pression, sa capacité à prendre des décisions rapides, ses commandes de vol précises. Il fut diplômé dans le premier tiers de sa classe. La formation avancée se concentra sur les avions multimoteurs. Gordon apprit à piloter les PBI Catalina, le bombardier de patrouille cheval de bataille de la marine. Envergure de 32 mètres, 35 tonnes à pleine charge, ressemblant à une baleine enceinte avec des ailes. Les équipages l'appelaient Dumbo, d'après l'éléphant volant de Disney. La comparaison était appropriée. Le PBI Guile était lent, maladroit, et réussissait quand même à voler. Mais Gordon tomba amoureux du Catalina, de sa maniabilité, de la visibilité depuis le cockpit, du fait qu'on pouvait l'amerrir partout où il y avait de l'eau. La plupart des pilotes voyaient le PBI comme un tremplin vers des avions plus rapides et plus glamour, chasseurs, bombardiers en piqué. Gordon le voyait comme la plateforme parfaite pour ce qu'il voulait faire, aider les gens à survivre. En octobre 1942, Gordon fut affecté au VP-34, les Black Cats, basés à la base d'hydravions avancés de Samarai dans la baie de Milne, en Nouvelle-Guinée. L'escadron effectuait des missions de harcèlement nocturne, des attaques à basse altitude sur les navires japonais. Ils peignaient leur PBY en noir mat, volaient à hauteur des vagues, larguaient des bombes et des torpilles sur des convois sans méfiance. Les Japonais les appelaient les oiseaux cauchemardesques, mais le VP-34 effectuait aussi des missions Dumbo, recherche et sauvetage, le rôle que Gordon préférait. Le sauvetage au combat nécessitait des compétences différentes du bombardement nocturne. Conscience de la situation, timing à la fraction de seconde, volonté d'amerrir un avion de 35 tonnes dans des conditions qui violaient toutes les règles du manuel. Gordon avait prouvé ses compétences, 3 sauvetages, 6 hommes sauvés. Mais il n'avait jamais tenté de sauvetage sous le feu, jamais amérir dans un port défendu avec des batteries côtières suivant chacun de ses mouvements. C'était du suicide. Tout le monde le savait. Tout le monde, sauf les pilotes en train de se noyer dans le port de Kavieng. L'Arkansas Traveler atteignit le port de Kavieng à 10h08. Gordon pouvait voir la bataille depuis 16 kilomètres. Des colonnes de fumée s'élevaient des navires en feu. Des tirs anti-aériens créaient des explosions noires dans le ciel. Des B-25 Mitchell mitraillaient les positions japonaises le long de la côte. Et dans l'eau, de petites formes, radeaux de sauvetage, hommes nageant. 4 P-47 Thunderbolt du 348e Fighter Group tournoyaient au-dessus. Ils escortèrent les bombardiers. Maintenant, ils essayèrent de protéger les équipages abattus. Mais les P-47 ne pouvaient pas amérir. Ils ne pouvaient que regarder. L'opérateur radio de Gordon contacta le chef des P-47, indicatif Able Lead. La voix du pilote de chasse était tendue. « Dumbo, nous avons au moins 3 équipages à l'eau. 2 B-25, 1 A-20. Les hommes sont dispersés sur 800 mètres. Les batteries côtières japonaises sont actives. Si vous tentez ça, vous n'en ressortirez pas. » Gordon accusa réception. Puis il descendit vers le port. Son mécanicien navigant, le maître mécanicien d'aviation de première classe James Martin, se déplaça dans l'avion pour vérifier les systèmes. Le PB Eagle avait un armement défensif minimal. 2 mitrailleuses de calibre 50 dans les bulbes latéraux, une de calibre 30 dans la tourelle de nez. Contre des batteries côtières et peut-être des chasseurs, elles étaient inutiles. Leur seule défense était la vitesse. Et la vitesse maximale du PB Hydra, 315 km par heure, n'était pas une grande défense. À 450 mètres, Gordon pouvait voir l'état de la mer. Des vagues de 5 à 6 mètres. Un amérissage serait dangereux. Un décollage pourrait être impossible. Le PB Hig avait besoin d'une eau relativement calme pour décoller. Par mer forte, la coque pouvait se briser pendant la course au décollage. Gordon vit aussi l'équipage de l'A-20 abattu ou ce qu'il en restait. Un champ de débris. Pas de radeau de sauvetage visible, pas de survivants agitant les bras. Il fit un cercle à basse altitude, scrutant l'eau. Rien.
L'équipage de la 20 avait disparu. Mais à 1,6 km à l'est, il repéra un radeau de sauvetage jaune. 5 hommes, équipage de B-25. Ils étaient à 730 mètres de la côte. Les emplacements des canons japonais étaient clairement visibles sur la plage. Gordon pouvait voir les lueurs des bouches à feu. Les batteries côtières tiraient sur les P-47 tournoyants. Il s'aligna pour son approche. Barfield annonça la vitesse et l'altitude. Martin vérifia la coque pour des fuites des missions précédentes. Les mitrailleurs latéraux, les maîtres armuriers d'aviation de 3e classe William Parker et Carl Hansen étaient à leur poste de calibre 50. Pas que cela compte beaucoup. On ne gagne pas de duel avec des batteries côtières avec des mitrailleuses latérales. À 60 mètres, Gordon s'engagea. Il réduisit la puissance au ralenti. Le Catalina descendit vers les vagues. Le timing devait être parfait. Frapper une mauvaise vague et la coque se briserait. Arriver trop vite et il ferait un tonneau. Trop lent et il décrocherait et tomberait comme une pierre. Gordon ressentit l'avion. Chaque vibration, chaque rafale de vent. Il avait déjà améri des PBY par mer forte, mais jamais aussi forte, jamais aussi près des canons ennemis. À 10h23, l'Arkansas Traveler toucha l'eau. La coque frappa le sommet d'une vague. L'impact fut brutal. 7G, Gordon sentit ses dents claquer. Strickler, l'opérateur radio, fut projeté contre sa console. L'avion rebondit, retomba sur la vague suivante. Un autre impact. De l'eau éclaboussa le pare-brise. La coque gémit. Des rivets sautèrent, des joints éclatèrent. L'eau commença à inonder la soute, mais ils étaient posés et ils flottaient. Gordon garda les moteurs à faible puissance, juste assez pour maintenir la direction. Il se dirigea vers le radeau de sauvetage. 370 mètres. L'équipage du B-25 les vit et commença à pagayer lentement. Les hommes semblaient épuisés, probablement dans l'eau depuis 20 minutes. L'hypothermie s'installait. Les batteries côtières japonaises ouvrirent le feu. Des canons anti-aériens de 37 mm. Les obus soulevèrent des gerbes d'eau à 45 mètres en deçà, puis plus près, à 27 mètres. Les artilleurs ajustaient leurs tirs, tendaient leurs cibles. La prochaine salve toucherait. Gordon n'avait pas le temps d'être prudent. Il poussa les manettes vers l'avant. Le Catalina bondit à travers les vagues vers le radeau de sauvetage. Son mitrailleur de nez, le maître armurier d'aviation de 2e classe Samuel Davis, ouvrit le hublot avant. Il devait hisser les survivants à bord, les artilleurs japonais ajustèrent leur visée. Des obus explosèrent à 18 mètres derrière la queue du PBY, puis à 14 mètres sur bâbord. Ils avaient maintenant la distance. Les prochains coups allaient toucher. Le Catalina atteignit le radeau de sauvetage. Davis lança une corde. L'équipage du B-25 l'attrapa. Davis les hissa un par un. 5 hommes, tous blessés. L'un avait une fracture ouverte à la jambe gauche. Un autre avait des éclats d'obus dans le dos. Ils trébuchèrent dans l'avion, s'effondrèrent sur le pont. Gordon vérifia sa montre. 90 secondes sur l'eau. Il était temps de partir. Il poussa les manettes à pleine puissance. 2400 chevaux. Les moteurs hurlèrent. Le Catalina commença sa course au décollage. Par mer calme, le PBY avait besoin de 550 mètres pour décoller. Par vague de 6 mètres, il en avait besoin de plus, beaucoup plus. La coque frappa les vagues. Chaque impact stressait la structure déjà endommagée. D'autres rivets sautèrent, plus d'eau entra. Martin était dans la soute avec une pompe manuelle, essayant de garder une avance sur les infiltrations. Il était en train de perdre cette bataille. Les obus japonais s'approchaient d'eux. L'un explosa à 9 mètres à tribord, assez près pour que des fragments criblent l'aile droite. Le revêtement en tissu se déchira. Pas de dommages structurels, pas encore. Mais un coup direct les achèverait. Gordon maintenait le manche vers l'arrière, gardant le nez levé. Le PBY était maintenant sur le redan. La coque planait sur les crêtes des vagues. La vitesse augmentait. 95 km/h, 110, 130, pas assez. Il avait besoin de 145 km/h pour se libérer. Un obus explosa directement devant. La gerbe d'eau engloutit le pare-brise. Gordon vola à l'aveugle pendant 3 secondes. Quand la visibilité revint, il était à 3 mètres dans les airs, en vol par accident.
L'onde de choc de l'explosion les avait propulsés. Il lutta pour le contrôle. L'avion mollissait, volait à peine, lourdement surchargé avec les survivants et l'eau dans la soute. La vitesse de décrochage était plus élevée que la normale. Il ne pouvait pas virer, ne pouvait pas grimper, pouvait à peine maintenir l'altitude. Les P-47 piquèrent vers les batteries côtières. Ils mitraillèrent les positions de canons japonaises. Les tirs de calibre 50 cm balayèrent la plage. Les artilleurs japonais se mirent à couvert. Les tirs s'arrêtèrent. Gordon guida le Catalina à 150 mètres, se stabilisa, vira vers l'ouest en direction de la haute mer. Il l'avait fait. 5 hommes sauvés. Un amérissage, un décollage contre toute attente. Puis l'opérateur radio lui tendit un autre message. 2 autres équipages de B-25 à l'eau. Emplacement différent à 1,6 km au nord-ouest. 4 hommes dans un radeau, 5 dans un autre. Les 2 radeaux dérivaient vers la côte. Des vedettes de patrouille japonaises se déplaçaient pour les intercepter. Gordon regarda sa jauge de carburant. 5300 litres restants, suffisant pour le vol de retour à la base. Il regarda l'eau s'écoulant de la soute, la coque endommagée, le revêtement d'ailes déchiré. L'Arkansas Traveler avait besoin de maintenance, de réparation. Tenter un autre amérissage risquerait l'avion et tout le monde à bord. Il regarda Barfield. Le visage de son copilote était pâle. Le gamin n'avait jamais connu un combat comme celui-ci. Mais Barfield hocha la tête une fois. C'était tout ce dont Gordon avait besoin. Il vira vers le nord-est, de nouveau en direction de Kavieng. La deuxième tentative de sauvetage fut pire que la première. Les escorteurs P-47 étaient à court de carburant. 2 avaient déjà fait demi-tour vers la base. Les 2 restants avaient peut-être 20 minutes de patrouille avant d'être forcés de partir. Après cela, Gordon serait seul. Il repéra le premier radeau de sauvetage à 10h47. 4 hommes, équipage de B-25. Ils étaient à 550 mètres de la côte, plus près que le premier groupe. Les vedettes de patrouille japonaises étaient à 730 mètres et se rapprochaient. De petits bateaux, rapides, armés de mitrailleuses. S'ils atteignaient les survivants en premier, ces hommes passeraient le reste de la guerre dans des camps de prisonniers. S'ils survivaient. Gordon n'avait pas le choix quant au timing, il devait amérir maintenant, avant l'arrivée des vedettes. L'état de la mer ne s'était pas amélioré. Toujours des vagues de 5 mètres, des conditions quasi impossibles. Gordon s'aligna pour son approche. Cette fois, il arriva plus vite, toucha l'eau plus fort. L'impact fut pire. 9 G. Quelque chose dans la structure de la coque craqua. Un longeron, élément structurel critique. Martin rapporta depuis la soute. L'eau entrait 3 fois plus vite qu'avant. La coque cédait, mais ils étaient posés. Gordon manœuvra vers le radeau de sauvetage. Les vedettes de patrouille les virent. Elles se dirigèrent vers le PBY, fonçant pour intercepter. 550 mètres. 450. La distance se réduisait rapidement. Les 2 P-47 restants piquèrent vers les vedettes. Ils les mitraillèrent. Un bateau explosa. L'autre s'éloigna, laissant derrière lui une traînée de fumée. Les P-47 avaient gagné du temps à Gordon. Peut-être 2 minutes. Davis hissa les 4 survivants à bord. Tous blessés, l'un inconscient. Ils s'effondrèrent sur le pont à côté des 5 premiers rescapés. 9 hommes maintenant. Le PBYX était déjà en surcharge. Et Gordon devait décoller à nouveau. Il poussa les manettes vers l'avant. Les moteurs répondirent, mais l'avion ne bougea pas. Ils étaient coincés. La coque endommagée s'était enfoncée plus profondément dans le poids accru des survivants et de l'eau. Le PBAG tanguait dans les vagues comme une baleine mourante. Gordon coupa les gaz, attendit qu'une grosse vague les soulève. Quand elle arriva, il mit plein gaz. Le Catalina bondit vers l'avant. La coque se libéra. Il bougeait. La course au décollage fut brutale. Chaque impact de vague menaçait de briser l'avion. Gordon pouvait entendre le métal gémir, des rivets cédant. Son mécanicien hurlait dans l'interphone. La pompe de cale avait lâché. Il coulait. À 110 km par heure, Gordon tira sur le manche. Trop tôt. Trop lent. Le PBI mollit dans les airs, décrocha, retomba sur les vagues, frappa violemment. L'impact brisa le flotteur droit. Le flotteur d'aile s'effondra. L'aile droite s'enfonça vers l'eau.
Gordon appliqua l'aileron gauche au maximum, garda l'aile levée, remit les gaz. Les moteurs surchauffaient. Les indicateurs de pression d'admission étaient dans le rouge. Il s'en fichait. Il avait besoin de puissance. Maintenant. Le PBI Guy accéléra. 95 km par heure, 110, 130. Gordon tira de nouveau. Cette fois, l'avion resta en l'air, à peine, 15 mètres, 30. Montant à 30 mètres par minute, plus lent qu'un ascenseur, mais montant. Les deux P-47 se formèrent sur ses ailes. Leur chef de patrouille parla à la radio. « Dumbo, nous sommes Winchester, à court de munitions. Nous rentrons à la base, vous êtes seuls. » Les chasseurs s'écartèrent. Gordon était seul. Puis, Strickler lui tendit un troisième message. Un autre, B-25 abattu. Équipage de 5 hommes. Radeau de sauvetage à 550 mètres de la côte. Plage différente. Même port. Les défenses japonaises étaient maintenant alertées. Chaque canon à Kavieng le traquerait. Gordon n'hésita pas. Il revira vers le port. Son équipage ne protesta pas. Ils avaient déjà accepté ce qui se passait. Ils allaient sauver tous les hommes dans ce port ou mourir en essayant. Probablement les deux. Le troisième amérissage était impossible. Gordon savait que c'était impossible. Tout pilote ayant jamais piloté un PBI savait qu'on ne pouvait pas amérir un avion endommagé par mer forte sans couverture de chasse et s'attendre à survivre. Les calculs ne tenaient pas. La physique ne tenait pas. Rien ne tenait. Il le fit quand même. À 11h14, l'Arkansas Traveler toucha l'eau pour la 3e fois. L'impact effondra la structure de coque déjà endommagée. L'eau inonda la soute plus vite que Martin ne pouvait pomper. Il coulait. Ils avaient peut-être 3 minutes avant que l'avion ne sombre. Gordon se dirigea vers le radeau de sauvetage. 275 mètres. Les batteries côtières japonaises ouvrirent le feu immédiatement. Elles avaient la distance des 2 amérissages précédents. Des obus explosaient tout autour. L'un frappa l'eau à 3 mètres de l'aile gauche. L'explosion projeta des éclats à travers la coque. Plus de trous, plus de fuite. Le Catalina atteignit les survivants. 5 hommes, tous blessés. L'un avait perdu son bras droit, un autre avait de graves brûlures. Davis les hissa à bord. 14 survivants maintenant, plus 9 membres d'équipage. 23 hommes sur un avion conçu pour 8. Les obus japonais continuaient de se rapprocher, de plus en plus près. Gordon ne pouvait pas attendre. Il actionna les manettes. Rien ne se passa. Les moteurs étaient noyés. De l'eau dans les carburateurs. La procédure standard disait d'attendre 30 secondes, de les laisser se vider, puis de redémarrer. Gordon n'avait pas 30 secondes. Un obus explosa à 5 mètres sur bâbord. Il actionna les démarreurs à nouveau. Le moteur gauche toussa, reprit, mourut, redémarra. Tenait. Le moteur droit ne démarrait pas. Complètement noyé. Gordon prit sa décision. Il décollerait sur un seul moteur. C'était impossible. Le PBID avait besoin des 2 moteurs à pleine puissance pour décoller par mer calme. Décoller sur un moteur par mer forte tout en étant surchargé et en train de couler? Suicide. Il poussa la manette gauche au maximum. Le seul moteur R, tiré 1830, hurlait à 3000 tours par minute, bien au-delà des limites de sécurité. L'hélice devint un flou. L'avion commença à bouger lentement. Trop lentement. Gordon mit en drapeau l'hélice droite morte. Réduisit la traînée. Chaque petit peu aidait. Le Catalina accéléra. 65 km par heure, 80, 95. Pas assez. Il leur fallait 145 km par heure sur un seul moteur. Avec 23 hommes à bord par vague de 6 mètres. Martin était toujours dans la soute, pompant. L'eau lui arrivait à la poitrine. Il refusait de quitter son poste. Si l'avion se retournait pendant le décollage, Martin se noierait. Il le savait. Il continua de pomper. À 110 km par heure, le moteur droit soudain reprit, démarré par le vent faisant tourner l'hélice. Gordon ajusta rapidement le mélange, sortit la manette. Le moteur rugit à la vie. Pleine puissance. Maintenant, ils avaient une chance. Gordon maintint le nez levé. Le PBI frappait les vagues. Chaque impact menaçait d'être le dernier. La coque avait plus de trous que de métal à ce stade, tenus ensemble par la volonté et la coutume. À 135 km par heure, Gordon tira.
Le Catalina s'éleva, retomba, s'éleva à nouveau, décrocha, retomba sur les vagues, frappa si fort que Davis, à l'avant, fut assommé. Mais ils rebondirent, frappèrent une autre vague, rebondirent plus haut. Soudain, ils étaient en l'air. 6 mètres, 15, 30, toujours en train de grimper. Un obus japonais explosa directement en dessous d'eux. L'onde de choc souleva le PB guide de 15 mètres supplémentaires, les aidant à gagner de l'altitude. Même l'ennemi les aidait maintenant. Gordon se stabilisa à 150 mètres, évalua les dégâts. La coque était en lambeaux. Les 2 ailes avaient des trous. Le flotteur droit était parti. La queue montrait des dégâts d'éclat. Le carburant fuyait du réservoir d'aile gauche. Il perdait 75 litres par minute. Mais les 23 âmes à bord étaient en vie et ils volaient. Strickler lui tendit un 4e message. Équipage de B-25, 6 hommes. Radeau de sauvetage à 800 mètres de l'emplacement précédent. Gordon regarda son carburant. 2300 litres. Avec la fuite, ils avaient peut-être 40 minutes de vol, juste assez pour atteindre la base, pas assez pour un autre sauvetage. Il revira vers le port de Kavieng quand même. Barfield mit sa main sur le bras de Gordon. « Mon lieutenant, nous ne pouvons pas. L'avion ne survivra pas à un autre amérissage. » Gordon regarda son copilote. « Alors ces 6 hommes ne survivront pas du tout. » À 11h43, l'Arkansas Traveler effectua son 4e amérissage. La coque se brisa à l'impact. La section arrière se sépara de la section avant. Il coulait immédiatement, mais il s'était posé à 45 mètres du radeau de sauvetage. Assez près. Davis lança une corde. Les 6 membres de l'équipage du B-25 l'attrapèrent. Ils se hissèrent jusqu'à l'avion, grimpèrent par le hublot avant. 20 survivants maintenant, 29 personnes au total. Gordon ne se soucia pas de démarrer les moteurs. L'avion était déjà sous l'eau jusqu'à la racine des ailes. Coulant rapidement, il coupa les 2 moteurs, préserva le peu de puissance qui restait. Le PB-8 s'enfonça plus bas, l'atteignit le cockpit. Gordon ouvrit la trappe d'évacuation supérieure, se prépara à évacuer. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, sauver 20 hommes. C'était assez. Puis il entendit un bruit, un grondement, plusieurs moteurs. Il leva les yeux. 6 B-25 Mitchell, les bombardiers qui avaient terminé leur passage sur Kavieng. Ils avaient largué leurs bombes, avaient encore des munitions. Ils revenaient pour aider. Les Mitchell piquèrent vers les batteries côtières. Ils mitraillèrent chaque position de canon japonaise. Tir de suppression, donnant à Gordon une chance. Il actionna les démarreurs. Les 2 moteurs étaient noyés. Sous l'eau, morts. La procédure standard disait qu'il ne redémarrerait jamais. Gordon essaya quand même. Le moteur gauche tourna. De l'eau jaillit des échappements. Il toussa, reprit, se mit à tourner. Brutal, ratant, mais tournant. Le moteur droit suivit. Les 2 moteurs produisaient peut-être 50% de puissance, tournant avec un mélange de carburant et d'eau de mer. Cela ne durerait pas longtemps, mais cela pourrait durer assez longtemps. Gordon poussa les manettes vers l'avant. Le Catalina commença à bouger. La coque était complètement brisée maintenant. Seules les ailes et la structure interne les maintenaient à flot. L'eau entrait de partout. Martin et 4 survivants écopaient avec leurs mains, leurs casques, n'importe quoi. La course au décollage était lente. Ils ne pouvaient ni pas monter sur le redans. La coque était trop endommagée. Ils tanguaient à travers les vagues. 65 km par heure, 80, c'était tout. Pas assez pour voler, mais peut-être assez pour échapper au port. Les B-25 continuaient de mitrailler. Les batteries côtières japonaises avaient cessé de tirer, soit supprimées, soit à court de munitions. Gordon se dirigea vers la haute mer. 1,6 km, 3,2, 5. Loin de Kavieng, loin des canons. À 5 km, le moteur droit cala, cassa une bielle, prit feu. Gordon l'arrêta, activa l'extincteur d'incendie moteur. Les flammes moururent. Sur un seul moteur, produisant la moitié de la puissance. Il ne resterait pas en l'air beaucoup plus longtemps. Gordon avait besoin d'un miracle. Il en obtint un sous la forme d'un destroyer de la Navy, l'USS Reid. Il patrouillait à 16 km au large. Son capitaine vit le Catalina en difficulté, vit la fumée, l'avion endommagé volant à peine.
Le raid se rapprocha à pleine vitesse, 65 km par heure. Son équipage se prépara à prendre les survivants à bord. Gordon amérit le PBI une dernière fois à 45 mètres du destroyer. L'amérissage fut doux. L'avion était tellement gorgé d'eau qu'il flottait à peine. Il s'enfonça dans l'eau comme une baleine fatiguée. L'équipage du raid lança des canots. Ils tirèrent les 29 hommes du Catalina en train de couler. Gordon fut le dernier à partir. Il se tint sur l'aile tandis que l'Arkansas Traveler glissait sous les vagues. Numéro de série 08139. L'avion qui avait sauvé 20 hommes disparut. Gordon grimpa dans le canot de sauvetage, regarda sa montre. 12h17, 2h30, 4 amérissages, 4 décollages, 20 survivants. La mission était terminée. Nathan Gordon retourna au VP 34 3 jours plus tard. Il vola en mission de combat pendant 11 autres mois. 2 Distinguished Flying Crosses, 6 Air Medal. Il n'effectua jamais une autre mission de sauvetage comme Kavieng. Rien n'en approcha. Le 19 septembre 1944, le vice-amiral Thomas Kincaid présenta à Gordon la Medal of Honor au quartier général de la 7e flotte. L'ensemble de l'équipage de Gordon reçut des Silver Stars. La citation faisait l'éloge de son « exceptionnelle audace, vaillance personnelle et art du vol incomparable dans les conditions les plus périlleuses ». La Medal of Honor de Gordon fut la seule jamais décernée pour des actions dans un PBI Catalina. Aucun autre pilote de sauvetage ne tenta ce qu'il avait fait. Aucun autre pilote de sauvetage ne réussit face à de telles probabilités. Après la guerre, Gordon retourna à Morrilton, reprit son cabinet d'avocat. En 1946, il se présenta comme lieutenant-gouverneur de l'Arkansas. Il servit 10 mandats sous 4 gouverneurs différents. 20 ans en politique. Il ne parla jamais de Kavieng, ne porta jamais sa Medal of Honor en public. Quand les gens lui posèrent des questions sur la guerre, il disait qu'il avait été pilote, rien de plus. Il mourut le 8 septembre 2008, 4 jours après son 92e anniversaire. Ses funérailles à Morrilton attirèrent 200 personnes, des vétérans de tout l'Arkansas. Certains d'entre eux étaient les hommes qu'il avait sauvés. Ils vinrent dire au revoir aux pilotes qui avaient améri 4 fois sous le feu pour les sortir de l'océan. Le PBI Catalina servit dans tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale. 3308 avions construits, plus que tout autre hydravion. Ils coulèrent des sous-marins, repérèrent des flottes ennemies, bombardèrent des navires japonais, effectuèrent des missions de reconnaissance sur des millions de kilomètres carrés d'océan. Mais ils sont surtout connus pour les missions de sauvetage, pour les pilotes Dumbo comme Nathan Gordon qui volèrent dans des situations impossibles parce que des hommes se noyaient et que quelqu'un devait les aider. L'Arkansas Traveler repose quelque part au fond du port de Kavieng. Probablement. Personne ne sait exactement où, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est ce que cet avion accomplit. 4 amérissages, 20 hommes sauvés, contre la physique, contre la doctrine, contre le bon sens. Un pilote, un équipage, un jour impossible.